Comme tout le monde le sait, il n'existe rien au monde qui ne puisse être compressé. Il s'agit simplement de rapprocher davantage les molécules et les atomes. Même s'il n'y a qu'un seul atome. En théorie, tu peux aussi enfoncer ces électrons externes dans le noyau. Et même, si la masse est suffisamment grande, tu n'as même pas besoin d'agir, il se compresse tout seul. Par exemple en devenant une étoile à neutrons dégénérée. Alors, une étoile à neutrons peut-elle encore être compressée davantage? Bien sûr, rien n'est incompressible. Mais une fois que la barrière de la pression de dégénérescence des neutrons est franchie, en théorie, plus aucune force connue ne peut empêcher la matière de continuer à se comprimer. À ce moment-là, la matière sera comprimée à l'infini jusqu'à se réduire en un point. Ce point, c'est la singularité. Dans la relativité générale, le centre d'un trou noir est une singularité. Bien sûr, cela désigne un trou noir de Schwarzschild statique. Mais les trous noirs réels sont tous des trous noirs de Kerr en rotation. Auparavant, on pensait que, comme les trous noirs de Kerr possèdent un moment angulaire, la force centrifuge inertielle pourrait, dans une certaine mesure, empêcher la formation d'une singularité. Donc ce genre de singularité ne devrait pas exister dans la réalité. Cependant, plus tard, Penrose a démontré mathématiquement de manière rigoureuse que dans le cadre de la relativité générale, dès qu'un horizon des événements se forme lors de la formation d'un trou noir, une singularité doit nécessairement exister. C'est ce qu'on appelle le théorème de singularité de Penrose. Sur la base du théorème de singularité de Penrose, Hawking l'a ensuite étendu à l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire que l'univers doit lui aussi posséder une singularité. Ce qu'on appelle le théorème de singularité de Hawking. En combinant ces deux théories, on obtient le célèbre théorème de singularité de Penrose-Hawking, abrégé en théorème de singularité. Le théorème de singularité montre que, dans le cadre de la relativité générale, tant que quelques conditions fondamentales sont satisfaites, comme la validité de la causalité, une densité d'énergie positive, etc., alors une singularité doit nécessairement exister. Mais pour les trous noirs en rotation réelle, leur intérieur n'est pas un point mais un anneau, appelé anneau de singularité. Qu'il s'agisse d'une singularité ou d'un anneau de singularité, ils ne sont pas des structures tridimensionnelles. Donc en théorie, bien que la singularité ait une masse, elle n'a pas de volume. Sa densité est donc infinie. Bon, en physique, dès qu'apparaît l'infini, cela signifie que, eh bien, quelque chose ne va pas. Dans la réalité actuelle, à part l'univers que l'on peut à la rigueur considérer comme potentiellement infini, il n'y a rien d'autre qui puisse être considéré comme infini. Alors, le théorème de singularité serait-il faux? Attention, on l'a dit tout à l'heure. La prémisse du théorème de singularité est le cadre de la relativité générale. Le cœur de la relativité générale est la géométrie riemannienne. Dans ce cadre, qu'il s'agisse de l'espace-temps ou de la matière, ils sont continus, lisses et infiniment divisibles. Mais la mécanique quantique nous dit que le monde réel n'est pas ainsi. Qu'il s'agisse de l'énergie, de la quantité de mouvement ou de la position dans l'espace, ils ne peuvent pas être infiniment précis. Ne pas pouvoir être infiniment précis signifie que le monde réel a une résolution minimale. Et en plus de cela, le principe d'incertitude prouve aussi sous un autre angle qu'une chose infiniment petite ne peut tout simplement pas exister. Par exemple, lorsque tu compresses quelque chose de plus en plus petit, les effets quantiques deviennent de plus en plus forts. Lorsqu'ils deviennent assez forts, les fluctuations quantiques deviennent si violentes qu'elles sont impossibles à ignorer. À ce moment-là, l'espace-temps lisse de la relativité générale ne tient plus. Cette théorie échoue précisément au niveau de la singularité. Autrement dit, ce que le théorème de singularité nous dit réellement, c'est la limite de la relativité générale. Et non que la singularité existe forcément. En fait, sur cette question, presque tous les physiciens pensent que la singularité n'existe tout simplement pas. Ce n'est qu'une valeur limite mathématique, une illusion due au fait que nous avons ignoré les effets quantiques. La vraie nature, bien que dans la grande majorité des cas, la relativité générale puisse très bien la décrire. Mais dans un environnement aussi extrême que l'intérieur d'un trou noir, la gravité ici ne devrait plus être décrite par la relativité générale, mais devrait passer le relais à la gravité quantique. On peut dire que c'est le saint graal de la physique actuelle. Si on la maîtrise, la grande théorie unifiée de tout serait alors à portée de main. Le quantique et la gravité sont comme deux ennemis jurés. Pour les faire coexister pacifiquement, les scientifiques ont essayé toutes sortes de méthodes. Actuellement, il y a deux voies assez représentatives. L'une est la gravité quantique à boucle. L'autre est la théorie des cordes. L'idée de la gravité quantique à boucle est très directe. Puisque la matière est quantique, alors l'espace-temps lui-même devrait aussi être quantique. Autrement dit, l'espace-temps n'est pas continu, mais un réseau tissé de très petites boucles quantiques. Dans ce modèle, lorsqu'une étoile s'effondre en trou noir, l'espace-temps ne se courbe pas à l'infini, mais rebondit à l'échelle de Planck. À ce moment-là, la singularité est remplacée par une structure appelée étoile de Planck. Ce n'est plus un point, mais une région extrêmement comprimée mais toujours finie, sur des échelles de temps extrêmement longues. Cette structure pourrait même se regonfler et libérer de la matière. La théorie des cordes, en revanche, est une autre approche. Elle considère que l'unité la plus fondamentale qui compose notre univers n'est pas des points,
mais des cordes vibrantes. Différents modes de vibration des cordes correspondent à différentes particules. Dans le cadre de la théorie des cordes, la singularité des trous noirs n'existe pas non plus. Elle est remplacée par une structure de cordes extrêmement dense, appelée pelote de cordes. Dans ce modèle, un trou noir n'est pas une structure creuse, mais une région remplie de certaines cordes. À l'extérieur, cela ressemble exactement à un trou noir. Mais la structure est complètement différente. Non seulement il n'y a pas de singularité au centre, il n'y a même pas d'horizon des événements à l'extérieur. La matière qui tombe dans un trou noir, c'est-à-dire dans la pelote de cordes, ne tombe pas dans une singularité, mais se fond dans la surface de la pelote. Dans ce modèle, le paradoxe de l'information des trous noirs n'existe naturellement pas, car l'information n'a tout simplement pas été perdue. Elle est seulement stockée dans les cordes de la pelote. Tu vois, qu'il s'agisse de la gravité quantique à boucle ou de la théorie des cordes, elles nous disent toutes que la singularité n'est pas réelle. Ce n'est qu'une illusion de la théorie classique. Mais le problème actuel est que, bien que ces théories aient l'air plutôt bonnes, elles n'ont aucune preuve expérimentale. Ce ne sont que des produits de calcul théorique. Alors, existe-t-il un moyen, sans utiliser la théorie quantique, de supprimer directement la singularité dans le cadre de la relativité générale? Oui. En 2006, le physicien Sean Eward a légèrement modifié les équations de champ d'Einstein, et il a obtenu une solution de trou noir sans singularité, appelée trou noir de Eward. Au cœur de ce trou noir, ce qui remplace la singularité, est une région d'espace de De Sitter à gravité puissante mais à densité et pression finie, le noyau de De Sitter. L'espace de De Sitter est un espace-temps doté d'une constante cosmologique positive. Pour lui, la gravité est une force répulsive, au plus profond de l'intérieur du trou noir de Eward. Cet effet est très marqué. Il compense l'effondrement gravitationnel propre de la matière, et empêche la formation d'une singularité. Bien sûr, le problème de ce modèle est aussi évident. Il interdit artificiellement l'apparition de la singularité, mais ne t'explique pas pourquoi la nature ferait ainsi. Donc cela ressemble davantage à une expérience mathématique qu'à une explication physique complète. En fait, le point de départ n'est pas important. L'étoile de Planck ou le noyau de De Sitter n'est pas important non plus. Mais l'absence de singularité est très importante pour nous. Notre objectif final n'est pas de détruire la singularité, mais de trouver la théorie qui fera que la singularité n'existera plus. Tout comme la relativité d'Einstein a remplacé la vision newtonienne de l'espace-temps absolu. Peut-être qu'un jour nous découvrirons qu'au centre d'un trou noir, il n'y a vraiment pas de singularité. Peut-être une étoile de Planck, peut-être un noyau de De Sitter, ou peut-être quelque chose que nous n'avons jamais imaginé. Si les trous noirs n'ont vraiment pas de singularité, alors cela signifie-t-il aussi que la singularité du Big Bang n'existe pas non plus? Si l'univers n'a pas de singularité, et qu'il n'existe pas de création macroscopique à partir de rien, alors l'univers n'a que deux possibilités. Soit il a toujours existé, soit il est en cycle infini, comme la cosmologie cyclique conforme proposée par Penrose. Chaque univers, à la fin de son expansion infinie, passera silencieusement au début du prochain univers. Dans ce tableau, la singularité est aplatie. Le temps n'a plus de début ni de fin. Le cycle, pour l'univers, est comme des respirations successives, un néon après l'autre, sans fin. Ce que nous appelons le Big Bang n'est pas ce moment où tout est apparu à partir de rien, mais un simple épisode d'évolution ordinaire, parmi les innombrables cycles de l'univers.